Salut à tous, ici Seb. On se retrouve pour une petite vidéo. Donc, le fameux top 10, l'incontournable même, je dirais, top 10 jeux solo. Donc, on va parler de mes 10 jeux favoris en solo. Ça fait quelques années maintenant que que j'ai repris les jeux de société, jeux de plateau, jeux de table, board game, on appelle ça comme on veut, hein. Donc, d'abord en multijoueur, bien sûr, mais après, dès que j'ai découvert l'existence de certains jeux solo, de ces modes solo et tout, je me suis vite jeté dessus pour assouvir ma soif de jeu, et mon envie sans cesse de vouloir profiter de ce loisir, de cette passion. Donc le solo s'y prêtait parfaitement. J'ai pu délaisser les jeux vidéo, donc ça c'est, on est beaucoup dans ce cas-là à avoir fait le switch en fait entre les deux loisirs, même s'ils sont pas euh, contraires et contradictoires. On peut très bien profiter des deux. Moi j'ai un peu de mal, je suis un peu extrême, donc si je me mets dans les jeux vidéo, si j'y retourne, je sais que moi je peux pas me mettre de contraintes, donc je vais jouer des heures, des heures, des heures, et je vais négliger le reste, quoi. Donc là, comme j'ai beaucoup de passion, beaucoup de loisirs, je préfère complètement arrêter le jeu vidéo et passer sur le jeu de société qu'on peut partager en multijoueur et même en solo par le biais des vidéos notamment. Donc le petit top solo, en fait j'avais déjà parlé de mes jeux favoris. Ceux qui me connaissent connaîtront déjà probablement les titres, il n'y aura pas forcément de surprise. Mais c'est aussi l'occasion de faire le point avec ceux qui ne me connaissent pas, parler de certains jeux et donner quelques infos, notamment sur certains titres, des petites infos à droite à gauche, sur des actualités par exemple. Donc c'est pas totalement dénué d'intérêt, parce que je suis pas fan du format top. J'ai vu la vidéo récente c'était l'interview de Joël des Incredibles, qui est pareil, qui est aussi un YouTuber, et qui parlait des tops, qui sont des vidéos en fait finalement faciles à faire. Y a pas ou peu de travail dessus, et paradoxalement elles attirent beaucoup de monde. Donc c'est un peu paradoxal, quoi. Et je suis un peu du même avec lui. Bon, en tout cas, on va pas y déroger. On va faire notre petit top. Ça sera fait et après on n'y reviendra plus, puisqu'il bouge pas en fait d'année en année. Il y a eu très peu de changements. Et la grosse majorité, le cœur en fait des jeux, il reste le même. Il y a que 2-3 qui rentrent, qui sortent, etc. On fera quelques mentions honorables aussi, histoire de dire, parce qu'il y a quand même des super jeux qui sont pas dans ce top et qui ont une valeur ajoutée en solo assez importante, je dirais. Donc on va commencer avec le top 10. Donc top 10, ça sera pas le jeu le plus simple. Hop. Il s'agit de Cerebria. Cerebria de Man Clash Game de Victor Ter et Richard Hamann. Donc c'est les auteurs d'Anachronie. Et là on a un solo de David Turzi. Un solo quand même assez compliqué. Le jeu est compliqué déjà dans son ensemble. Le solo rajoute une couche. Moi je le trouve pas si compliqué que ça en solo. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de petites règles, beaucoup de petits points et tout. Je vais pas mentir en disant que c'est un jeu accessible. Alors, désolé, petite interruption familiale. Du coup, on parlait de Cerebria, oui, donc je disais que c'était un jeu qui est vraiment pas simple. En fait, il est pas du tout accessible. Ça demande un effort conséquent d'apprentissage des règles il faut le jouer en fait plusieurs fois pour tout assimiler, tout ça. Mais par contre, moi, là où je m'éclate, moi, c'est le concept, quoi. Déjà, le thème, la thématique forte, un peu comme dans le film Vice Versa. On va jouer avec les émotions. Une équipe jouera les émotions considérées comme négatives, une équipe jouera les émotions du bonheur. Et sur fond de mécanique de conquête de territoire, un peu, remanié, on a un concept de jeu hyper fort, quoi. Les parties sont serrées, c'est dantesque, quoi. Il y a des effets dans tous les sens, les émotions sont thématiques, la jalousie va copier une émotion, le bonheur, la sécurité va renforcer les autres, etc. En fait, c'est super, quoi. Alors vraiment, non, un top jeu, et je le mets 10ème, mais très très bon. Et il faudrait que j'y joue plus souvent, mais il est complexe, hein. Il faut à chaque fois prendre un temps. Les parties sont assez longues, mais c'est hyper tendu. Il y a plein de choix d'action. Donc j'adore ce jeu. C'est mon Mind Clash préféré. Et j'aimerais bien tester votre Voidfall à l'occasion. Il a l'air aussi intéressant. Voilà, donc ça c'était le 10. On va passer au top 9. Top 9, Underwater Cities. Donc c'est le seul jeu euro de ma sélection, hein. J'avais Projet Gaia auparavant, que j'aimais beaucoup aussi, et je le jouais pas.
pas si souvent, pareil. Alors après, je sais que Projet Gaia, je peux y jouer sur Board Game Arena, éventuellement. Le mode est très bien fait. Mais je préfère Underwater Cities parce que là, il y a aussi une gestion de main de cartes. Moi, j'adore les cartes. De toute façon, la majorité des jeux, là-dedans, il y aura des cartes partout. Hein. Ma chaîne porte pas son nom pour rien. Mais Underwater Cities, moi, ce que j'adore, c'est la combinaison de gestion de ressources, de l'espèce de poste d'ouvrier et de la gestion de main de cartes. Quoi. Les trois réunis forment un tout, je trouve, très homogène. C'est hyper tendu, les ressources nous manquent à chaque fois. C'est un véritable casse-tête. J'avais aussi de Eurosenberg, j'avais Agricola, j'ai testé Caverna, j'en avais plein comme ça de jeux euro. J'avais Narak aussi où on gère des ressources. Mais celui-là, je pense que c'est mon préféré. Et celui-là, il y a une nouvelle extension qui devrait sortir, parce que j'ai l'extension, la première, New Discoveries. Il y en a une nouvelle qui devrait sortir, qui ramènerait des nouvelles ressources, des nouveaux bâtiments, etc. Donc, ça s'appelle Data, je sais plus quoi. Donc, c'est bien, le jeu reste dans l'actualité. C'est le meilleur de son auteur. Il faudrait que j'essaye Praga aussi, de Vladimir Sushi. Et pareil, il y est sur BGA. Donc, double intérêt. Mais ouais, non, gestion de ressources en jeu euro, franchement, c'est Underwater Cities qui me plaît le plus. Et le défi solo, je trouve, est bien tendu, hyper relevé. Et en plus de faire 100 points, on doit aussi obligatoirement faire nos 7 cités. Parce que si c'était juste un système de scoring à battre, à améliorer, c'est ça que je reproche justement au jeu de Rosenberg. C'est que partie 1, je fais 60 points, partie 2, je fais 70. Bon, quel est l'intérêt de revenir? Moi, ça ne me challenge pas suffisamment. Donc là, au moins, j'ai deux objectifs à accomplir, des points et les cités, et c'est hyper tendu, quoi. Et on a envie d'y revenir, quoi, parce que c'est addictif. Le système de jeu est super. Voilà pour le 9e. En 8e position, un petit jeu, c'est le plus petit, hein. Under Falling Skies. On est toujours under, mais là, c'est pas. Là, c'est sous le ciel. C'est pas sous la mer. Hop, un petit jeu, enfin une petite boîte, mais un grand jeu. Est-ce que ça tient? Hop. Under Falling Skies, donc ça c'est. Je trouve que c'est une dinguerie ce jeu. Une toute petite boîte avec autant de contenu. C'est rejouable, c'est challengeant. En termes de gestion de dés, pour moi c'est l'essentiel en fait. Il n'y a pas besoin de plus. Il y a tout ce qu'il faut. Parce qu'après il y a eu pas mal de jeux solo de gestion de dés comme ça. Il y a par exemple, je sais pas, Final Girl, Négociateur prise d'otage. J'avais One Deck Donjon, j'avais Set Watch. Donc des jeux avec des résolutions de dés, des placements de dés et tout. Mais celui-là, pour moi, avec la thématique et la mécanique, et la simplicité, et le minimalisme du matériel et tout, font que c'est un super jeu, quoi. Ça, je peux y jouer, je peux enchaîner les parties, il n'y a aucun problème. Et c'est aussi casse-tête, c'est assez stressant. Les extraterrestres avancent sans cesse, ça peut être un peu, comment dire, ouais, c'est très cérébral. Beaucoup ne l'aiment pas parce que c'est trop, justement, c'est trop de réflexion. En fait, on ne peut pas se reposer, c'est toujours tendu, on est sans cesse attaqué, c'est incessant. Et moi, justement, c'est ça que j'aime bien. Faut sans cesse trouver une solution, quoi. Un super jeu. Ensuite, on continue, parce qu'il en reste encore 7. Hein. Là, c'est une grosse boîte, celui-là, Slay the Spire. Donc celui-là, j'en ai fait des vidéos, hein. Il est connu. Hein. Avant même d'être un jeu de société, c'était déjà un jeu vidéo hyper connu, un super jeu vidéo. Et d'ailleurs, j'attends le 2, donc peut-être que si je dois repartir sur les jeux vidéo, ce serait peut-être avec celui-là, avec le 2. Ça me tente très bien. Donc là on a du deck building, le coop marche aussi très bien, mais bon là ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est la partie solo. Le solo pareil ça marche très bien. Hein. Le jeu vidéo était quasiment un jeu de société en fait, il y avait plus grand chose à faire en termes d'adaptation pour faire le Switch, et ils l'ont très bien fait. En fait tout ce qu'ils ont adapté, ils ont remanié certaines reliques, certaines cartes, certains adversaires et effets, et ça marche du tonnerre quoi. En fait c'est limpide, c'est fluide, c'est addictif, le deck building est fin et les parties sont tendues, on peut augmenter la difficulté facilement avec les ascensions. Donc je crois qu'il y a 11 niveaux. Non, 13, parce que là je suis en train d'y jouer, là, hop, j'ai la carte juste là. Donc là, ouais, il y a 13 niveaux de difficulté pour nous challenger, avec 4 personnages totalement asymétriques, avec chacun leur deck propre, leur carte propre, leur mécanique propre. Donc avant d'avoir fait le tour, je pense qu'on peut y jouer un petit moment.
Et en fait, c'est vraiment addictif, quoi. Donc chaque partie ne se ressemble pas. On va choper des reliques, des cartes, l'ordre des ennemis. En fait, tout va changer, quoi. Le petit plateau de déplacement et tout. Donc là, pareil, rejouabilité énorme. Et un super jeu, quoi. Après, je sais pas si quelle possibilité d'extension il y a. Il y a bien le mode Downfall, euh, le mode TTS pour le jeu vidéo, qui est excellent, qui rajoute un personnage, l'ermite, qui rajoute. On peut jouer aussi avec les boss. Et je crois qu'au lieu de monter la tour, on doit redescendre. C'est l'inverse en fait. Il y a des nouvelles cartes, il y a des nouvelles reliques et tout. Donc il y a moyen, à mon avis. Et même le jeu de société n'a pas tout adapté, hein. Il y a des choses qu'ils ont mis un peu de côté. Certaines cartes avec des effets alambiqués et tout, difficiles à retranscrire en mécanique, en jeu physique. Donc ils ont dû laisser des trucs de côté. Donc je sais pas, mais en tout cas, ouais, ça reste une superbe adaptation, en tout cas, un super jeu, hein, au-delà du matériau de base, quoi. On passe au sixième. Là aussi, un jeu qu'on a vu sur la chaîne, hein, Hit, Tunnel Vision. Ça, j'ai pris la boîte de l'extension, mais ça compte pour le jeu de base. Bah là, ouais, ça, c'est pareil, c'est mécaniquement, moi j'adore ça, quoi. J'ai une adrénaline quand j'y joue. Et sans faire de jeu de mots, parce qu'il y a l'adrénaline dans le jeu. En fait, je ressens, ouais, je ressens l'adrénaline de la course. Je sais pas, je me crois au volant de la Formule 1. Et j'ai envie d'aller vite, j'ai envie de bombarder, quoi. Et la gestion de main de cartes et tout, elle est hyper intéressante. C'est fluide, pareil, là aussi. Il y a 2-3 règles un peu qu'il faut apprendre à maîtriser. Ouais. Moi, j'ai pas eu de soucis spécial sur le jeu. Il y a des gens qui avaient un peu de soucis avec l'aspiration, avec les virages, 2-3 petits concepts comme ça. Moi, je trouve ça super, en tout cas. C'est mon jeu de course préféré. Et le fait que ça soit jouable en solo, quoi. Il n'y a pas beaucoup de jeux de course qui sont jouables en solo, hein, finalement. Il y a le jeu de course, il y a Rallyman Dirt et tout ça, mais ça, je crois que c'est des chronos. Il n'y a pas d'adversaire, je crois, sur la piste avec nous. Là, on a des adversaires, on a des bots qui viennent nous embêter, on peut jouer en championnat. Enfin, pour moi, c'est génial, quoi. Il y a plein de trucs à faire. Avec la météo, avec les circuits, là aussi, la rejouabilité, elle est top, quoi. Moi, perso, je m'en lasse pas. Je peux jouer indéfiniment, je m'en lasse pas. Donc, un super jeu. Hit, des auteurs de Flamme Rouge. Flamme Rouge, d'ailleurs, lui aussi était jouable en solo, mais j'ai jamais essayé le solo. Moi, je l'avais joué qu'en multi, Flamme Rouge. Donc, je pourrais pas juger les deux modes solo, mais je préfère la mécanique quand même de Hit et la nervosité. Et pour moi, c'est un Flamme Rouge 2.0 de toute façon, donc je préfère celui-là. Ensuite, on rentre dans le cercle fermé du top 5 avec un jeu G.I. Joe, un deck building. Donc là aussi, un jeu que j'ai présenté sur la chaîne à de multiples reprises, un jeu que je mets toujours en avant, malgré des règles immondes. Les règles sont infâmes, elles devaient être réécrites, mais ça n'a pas été fait. C'est dommage parce que ça entache un peu, selon moi, ça entache un peu le jeu. C'est disponible qu'en VO, qu'en anglais, donc pareil, ça peut être aussi un frein. C'est une licence aussi, on va dire, assez forte aux États-Unis. Là-bas, c'est hyper connu, hein. C'est le penchant en fait de Barbie pour les garçons. Finalement, les G.I. Joe, c'est ça, hein. En termes de portée, de jouets, de merchandising, il y a des films, il y a des comics, il y a tout sur G.I. Joe. Moi, je connaissais pas forcément, pas plus que ça. J'avais regardé les films, j'avais trouvé ça nul à chier. Mais par contre, le jeu est top, quoi. Le jeu est top, c'est un deck building nerveux, c'est très dynamique. Pour moi, j'ai aussi Legendary Alien, mais celui-là, pour moi, il est beaucoup plus dynamique. On rentre vite dans le vif du sujet. C'est plus moderne. Avant, j'y jouais en solo une main. Et maintenant, jamais y jouer en solo avec je prends 3 personnages. Il y a plus d'interaction, il y a plus de synergie, et on le verra aussi sur les prochains jeux là, à venir. Mes jeux favoris, en fait, sont des jeux coopératifs. Et donc, on peut y jouer en solo, il y a des modes solo, mais qui viennent un peu modifier certaines règles de gameplay, pardon. Et en fait, on n'en tire pas l'expérience prévue par l'auteur. On passe à côté, selon moi, en jouant à ces jeux en mode solo. Donc je préfère en profiter pleinement en utilisant plusieurs personnages. Ça rallonge les parties, mais ça rallonge aussi le plaisir et les synergies, les combos, etc. L'entraide, c'est un super jeu. Et là aussi, il y a énormément d'extensions. J'ai reçu la dernière, c'est Veil, c'était quoi déjà ? Crimson Veil, que j'ai pas mal joué. J'ai pas filmé encore de partie, parce que j'ai plein de vidéos de G.I. Joe d'avance à diffuser. Donc j'en ai pas encore fait de partie, mais pareil, je m'en lasse pas. J'adore ce jeu.
Voilà, on passe au quatrième. Là, pareil, un gros fétiche. Dawn of the Zeds, le Tower Defense dans le monde de zombies, dans le monde zombifique de Herman Luttmann. Alors là, pareil, un super jeu là aussi, une grosse tension. Là, par contre, celui-là est vraiment calibré pour le solo. Même, moi, je dirais même plus calibré pour le solo. J'avais déjà joué en coop. Alors, le jeu est sympa parce qu'on peut jouer en coop, on peut jouer en versus. Un joueur peut contrôler les zombies, les autres, les humains, etc. Il y a plein de modes de jeu. Mais moi, en solo pur, je m'éclate. Il y a 6 niveaux de difficulté différents, avec des nouvelles règles à chaque fois, des nouveaux concepts. Donc, on peut vraiment réguler sa difficulté, réguler les parties. La rejouabilité, elle est énorme avec les événements. Les cartes personnages, on a un gros tas de cartes personnages, on n'aura pas les mêmes. Le déroulement des actions, les cartes fate, il y a des retournements de situation, les lancers de dés. Alors un peu, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans G.I. Joe, mais en fait dans ces deux jeux-là, il y a du lancer de dés. En fait toute la tension, enfin une partie de la tension vient de ça aussi. C'est qu'on n'est jamais sûr de réussir nos défis, nos combats, nos missions, et c'est génial, quoi. Même quand on est super bien armé, on est prêt et tout au combat, on se dit ouais c'est bon, ça va passer. On se fait casser la gueule et après on est obligé de revenir, on est obligé de trouver un plan B et tout, c'est la folie. Et ce jeu-là, j'adore. Déjà, j'adore la thématique zombie dans les autres médias, dans les films. Là, je me relis tous les comics Walking Dead. Donc, je suis à fond dedans. Donc là, c'est vraiment, c'est un jeu que j'adore. Et je suis juste triste de. Il y avait j'ai plus son nom. Un ami de Herman Luttmann qui travaillait sur les. C'est Alan Emmerich, je crois, si je dis pas de bêtises. Il est décédé. Et il travaillait sur des extensions. Il y a déjà 3 extensions pour celui-là, et il travaillait pour la 4, 5, 6. Et malheureusement, c'est bloqué par l'éditeur. Je ne sais pas si on aura des nouvelles de ces extensions-là. Je ne sais pas si elles sortiront un jour. C'est vachement dommage parce qu'il y avait des trucs de fou qui étaient annoncés. Des nouveaux zombies, des nouveaux super zombies et tout. Ça avait l'air assez dantesque, mais ça reste quand même un super jeu déjà de base. Et là, pareil, c'est que de la VO. C'est assez dur à se procurer, mais ça, c'est un trésor. Ensuite, numéro 3, Iron Sand. Donc là, je prends cette boîte, mais en fait, ça vaut pour toute la saga. Hein. Là, j'ai le dernier, c'est The Descent. Et il y a un Kickstarter qui doit se faire là, fin avril, avec la nouvelle boîte, nouvelle vague, donc vague 9, Into the Breach. Donc encore du contenu, des Nemesis, des machins. Ils vont prolonger le système des alliés, des ennemis, comme on a vu dans The Descent, pour ceux qui ont vu les vidéos. Ils vont revenir sur les jetons, sur la mécanique des jetons pulsation qu'on avait vu dans le Legacy et dans la petite extension Secret enfoui. Je crois qu'en français c'est Secret enfoui, Buried Secrets en VO. Donc Iron Cell, le jeu de deck building coopératif. Donc là aussi, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a un mode solo, mais qui est clairement moins bien. Là, franchement, il faut y jouer. Moi, ma config préférée, c'est avec deux mages. Je trouve que ça tourne super bien. C'est tendu. Là, pareil, la rejouabilité, là, c'est infini. En fait, avec 9 vagues de contenu, j'ai 70 Nemesis, j'ai 60 mages, des cartes de marché, j'en ai une infinité. Non, là, j'ai plus de contenu que je ne pourrais en jouer dans toute une vie. Mais c'est fabuleux, quoi. Et j'aime bien. Je suis la trame narrative depuis le premier volet jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a une espèce de scénario de trame narrative en fait qui se déroule entre tous les épisodes, tout est lié, les Némésis, les machins, les mages. Je vais pas vous spoiler, mais il y a tout un lore finalement. Et d'ailleurs, moi je trouve qu'il pourrait l'adapter en série animée, un peu à l'instar de Arcane, la série sur League of Legends sur Netflix, une très bonne série. Je trouve que franchement, il y aurait moyen de faire quelque chose avec les Némésis, des combats de magie et tout. Ça pourrait être un truc assez spectaculaire, assez intéressant, je trouve. Donc ça serait un truc à creuser. Mais en tout cas, moi je suis toujours autant hypé. Alors là, c'est vrai que le jeu devient assez dur à sortir. Quand on mélange toutes les vagues, ça fait des tas de cartes monstrueux. Donc je me pose la question de revenir en arrière et de remettre les contenus de chaque boîte, de chaque vague, dans leur boîte propre, et de jouer les vagues par vague. Par exemple, si je veux jouer à War Eternal et ses extensions, je sors juste cette boîte et hop, ça sera plus simple. Parce que là, c'est vrai que c'est devenu un jeu assez mastodonte. Difficile à sortir, mais toujours aussi intéressant. Et je suis sidéré de voir à quel point, même avec les années, ils arrivent à trouver toujours de nouvelles idées, alors soit de cartes, de mécanique, tout ça,
mais aussi sur les Nemesis quoi, et les mages. Ils trouvent toujours des trucs encore intéressants. Je dis, ouais, cette Nemesis, elle est cool à jouer et tout. Alors, pas toutes, hein. Il y en a qui se ressemblent, il y en a qui sont bof. Mais je trouve qu'ils ont encore quand même de l'idée. Et je trouve ça cool. D'ailleurs, je crois qu'ils arrêtent là. Enfin, ils arrêtent. Ils avaient en parallèle de Ionsen, ils avaient lancé la série Astronaut, qui est du deck building coop, qui reprenait un peu le système, le fait de ne pas mélanger sa défausse. Donc on pouvait calculer l'ordre d'arrivée de ses cartes. Et avec aussi un ordre du tour aléatoire. Donc les deux points clés, finalement, mécaniques clés de Ionsen. Il les reprenait pour un format un peu plus rapide, un peu plus nerveux, avec moins de mise en place, mais moins de profondeur aussi. Tous les Astronautes, j'avais le premier moi. Donc là, ouais, ils prolongent Astronaut, mais ils ont fait un crossover avec la série Invincible, série que j'adore aussi. Bah, d'ailleurs, du même auteur que Walking Dead, Robert Kirkman. Et donc moi, j'ai pris le Astronaut Invincible, que j'attends là pour juillet, donc je suis content. Mais j'ai revendu les autres Astronautes. On pourrait mélanger les deux, mais ils ont fait des dos de cartes différents, donc ça c'est un peu con par contre. Parce que quitte à faire des jeux dans la même saga, autant garder le dos de cartes. Sur Ionsen, il y a les mêmes dos de cartes, sauf si vous avez, comme moi, de la VF et de la VO. Matago a changé le dos de cartes. Je trouve ça con. Mais sinon, si vous prenez de la VO, vous aurez le même dos de cartes. Donc vous pourrez tout mélanger. C'est ça l'intérêt aussi. Donc voilà pour Ionsen, troisième position. C'était mon jeu préféré pendant un moment. Et il a été rétrogradé par notamment Spirit Island. Donc là, jeu de Eric Reus. Là aussi, jeu coop que j'ai beaucoup joué en solo. Et au fil du temps, en fait, je me rends compte qu'en fait, on perd des éléments à y jouer en solo. On perd un peu de richesse. On perd les synergies forcément de contrôler. On peut aussi jouer en solo et contrôler plusieurs esprits. Mais cela va rallonger les parties, la complexité de jeu, hein, forcément. Tous les choix durant nos tours. Mais je pense que ce jeu, il gagne en fait fortement, parce qu'il y a des esprits que j'ai joué en solo qui sont pas du tout adaptés pour du solo pur. Des esprits défensifs, des esprits soutien, qui vont pas pouvoir se débrouiller, qui vont pas pouvoir taper suffisamment fort, ou qui vont mettre du temps avant de se développer, et qui auraient besoin de la présence d'autres esprits pour justement pour avoir le temps de se développer, pour pouvoir encaisser. Donc là aussi, jeu à la rejouabilité infinie. Il y a d'autres extensions prévues. Là, la dernière, c'était celle que j'avais filmée. Non, c'est pas Terre Facturée. Nature Incarnée. C'est Nature Incarnée. J'ai essayé tous les esprits. Là aussi, alors comme Ionsen, à l'instar de Ionsen, je suis toujours sidéré de voir à quel point ils arrivent à trouver des esprits et des nouvelles mécaniques, des nouveaux systèmes. Alors, il y en a qui se ressemblent là, dans la dernière extension. Il y a toujours un peu les archétypes de l'esprit défensif, l'esprit bourrin qui attaque, l'esprit soutien. Et c'est l'esprit qui joue avec les dents. Mais ils trouvent quand même des bonnes idées, ils sont forts quand même. Franchement, ils sont forts. Eric Reus, ouais, c'est j'aurais presque à dire un génie, parce que c'est assez fou. Mais là aussi, il y a quand même une grosse complexité. Des fois, il y a des effets, on n'est pas trop sûr. Il y a eu aussi beaucoup d'errata qui font douter des fois de certains trucs. Des errata en français et en anglais. Donc c'est un jeu compliqué là aussi, un peu comme Cerebria. Il va falloir pas mal de parties. Il va falloir enchaîner, surtout si on veut battre les adversaires de haut niveau. Ça demande quand même un peu de temps. Mais ouais, un jeu passionnant en tout cas à creuser. C'était là aussi, lui aussi mon jeu préféré. Et avec le temps, ben voilà, le classement évolue. Donc même si c'est les mêmes jeux, ben, ils échangent de place en fait au fil du temps. Et le premier, hop, rien de moins. Attendez, parce que là, c'est la plus grosse boîte de toute façon. Hop. Et c'est Mage Knight. Voilà, c'est la version Ultimate. Hop. Donc là, ouais, c'est vraiment pour moi le jeu solo ultime pour amateurs de gros jeux complexes. Parce que là c'est pareil, là c'est pas complexe. Hein, c'est comme Cerebria, comme Spirit Island. Là, il va falloir des parties, il va falloir assimiler les règles. Avec les extensions, ça rajoute des mécanismes, ça rajoute des petits trucs encore en plus. La rejouabilité, pareil, elle est énorme. Il y a plusieurs scénarios. Il y a des ennemis, il y a les cartes, il y a les tuiles. Et là aussi, on attend l'extension comment il s'appelle le dragon Apocalypse Dragon, voilà, c'est ça. On attend l'extension Apocalypse Dragon. Une extension sortie de nulle part, que personne n'attendait. Truc improbable. Et c'est un truc de fou, quoi.
C'est un truc de fou. Je pense que ouais, les gros joueurs de jeux solo, enfin, on est beaucoup quand même à vénérer Mage Knight. Hein. De toute façon, avec Spirit Island et Mage Knight, eux deux se tirent la bourre sur les classements de jeux solo. En général, ce sont ceux qui reviennent, avec aussi Horror Arkham, JCE. Il y a Marvel Champion aussi maintenant qui a pas mal de succès. Mais Mage Knight, ouais, je pense que c'est un chef-d'œuvre. Pour jouer en solo, c'est une expérience vraiment. Bah, c'est vraiment adapté à du solo, parce que ce jeu est multi, il y a aussi du coop, mais par contre c'est moins bien adapté, parce que les parties sont tellement longues, c'est un enfer en fait de jouer à plusieurs à ce jeu-là. Donc en fait, naturellement, il s'est comment dire, il s'est spécialisé dans le solo, quoi. Les joueurs soloistes se le sont appropriés, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et là, donc là, on a du défi intellectuel, on a du challenge, on a de la rejouabilité, on peut monter progressivement les niveaux, on peut commencer avec des cités, par exemple si on joue la conquête de base, on peut jouer avec des cités de bas niveau et monter crescendo. Il y a 7 personnages, donc Apocalypse Dragon en amènera un 8e. Chaque personnage est différent, avec ils ont 2 cartes de différence, mais les compétences ne sont pas forcément les mêmes, donc avec des gameplays différents. Et là aussi, c'est passionnant, quoi. C'est passionnant, mais ça demande un effort. Là aussi, un effort conséquent, un effort d'apprentissage, il faut le rejouer en fait plusieurs fois. Il faut passer outre la complexité, mais on découvre un jeu d'une grande profondeur, une grande richesse. Il y a beaucoup de choses à faire. On n'est jamais bloqué. Selon moi, il y a toujours un truc à faire. Même si c'est pas notre plan initial, il faut s'adapter à sa main. On est dépendant du deck building, du tirage de cartes. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. Des fois, on peut faire une mauvaise manche, mais et se rattraper la manche d'après. Il y a toujours des trucs de fou. Moi, j'ai vécu des trucs assez incroyables avec ce jeu. Des fois, des trucs inattendus, des coups d'aubaine. Je sais pas, on tombe dans une grotte, on tombe sur un ennemi qu'on arrive facilement à battre. On s'attendait peut-être un peu plus fort. On le tue, on gagne un sort qui nous débloque. Je sais pas, il y a des reliques, il y a plein de trucs à faire en fait. Donc j'ai hâte de voir l'extension. Bon, c'est pas pour tout de suite, hein, mais ça pourra renouveler le jeu. Par contre, je suis pas sûr qu'il y ait des cartes. Je crois ils ont dit qu'il n'y aurait pas de cartes. Donc ça sera peut-être des tuiles, des ennemis, des concepts de jeu, et ça amènera un mode campagne. Donc là, je suis curieux de voir ça, comment ils vont l'implémenter. Il y a déjà des modes campagne fan-made sur Mage Knight, avec des continuités où on garde certains attributs en fait, d'une partie sur la suivante, et on augmente la difficulté au fur et à mesure. Mais j'ai pas forcément testé. Donc voilà pour le top 10, on arrive au bout, hein, ça fait une petite demi-heure de vidéo, c'est très bien. Pour 10 jeux, ah oui, les petites mentions honorables, vite fait, je vais évoquer certains titres que j'aurais pu mettre, mais peut-être la prochaine fois. Donc il y a Baseball Highlight, hein, que j'adore, un jeu deck building vraiment atypique et unique, avec une mécanique qui est vraiment propre. Il n'y aura pas de jeu comme ça, quoi. Avec ce baseball futuriste. C'est assez fou, quoi. Chez Theory Game, moi j'ai Cloudspire. C'est le seul que j'ai, c'est le seul que je désire. De toute façon, Too Many Bones ne m'attire pas, et les autres encore moins. Et Cloudspire, ça c'est vraiment du très très lourd. Faut que j'y joue plus pour découvrir là aussi la richesse et tout. Je suis encore trop novice sur le jeu. Qu'est-ce que j'aime bien aussi en solo? Ouais, non, après je crois que j'ai fait le tour. Il y a Leviathan Wilds aussi que j'aime beaucoup. Ascension Tactics, j'attends toujours ma boîte Inferno. C'est un très très bon jeu aussi. Ouais, il pourrait être dans le top, Ascension Tactics, il est très bon aussi. Donc voilà, là cette fois on a fait le tour. Rendez-vous à la prochaine. Je sais pas dans combien de temps je referai le top. On va laisser passer du temps, découvrir d'autres jeux et tout, voir s'il y a de nouveaux concurrents. J'y crois pas trop parce qu'au fil des années, je vois que ça bouge pas tant que ça. Il y a de moins en moins de jeux qui m'attirent. Je joue beaucoup au même en fait. Et j'aime bien aussi le Château Blanc. Le Château Blanc, j'ai beaucoup joué aussi, même en solo, même si le solo est un peu foutraque. Un peu, voilà quoi. Très très bien aussi. Donc voilà. Allez, bonne journée à tous et à la prochaine.